sans nécessité à Nous se un souvenons animal tous de domestique. ces images chocs de caméras cachées montrant les coups, les souffrances de ces animaux mal endormis. L'abattoir de Et Moléon, après de certifié multiples bio renvois. et label rouge, apparaissait pourtant comme un modèle de bien-être C'est le animal. troisième cas en quelques mois. L'association L214 avait révélé des pratiques similaires dans des abattoirs d'Alès et du Il y a un Vigodon. scandale, il y a une tromperie. Il y a une tromperie qui est liée au fait qu'on vous vend très cher une viande qui ne correspond pas du tout à la philosophie de consommation que On vous voit avez. sur ces images des bêtes brutalisées, Des moutons saignés encore même conscients. un agneau Ce n'est écartelé absolument vivant. pas la pratique normale et habituelle d'une journée de l'abattoir. On ne peut pas avoir d'antipathie pour une bête quand on travaille à 4 h du matin et qu'on finit à 3 h de l'après-midi. C'est pas possible. On devient des machines. Et heureusement pour eux, parce que sinon, le cerveau Des il peut plus. centaines de bêtes à étourdir, puis à saigner. d'animaux par jour en France. En France. Oui. Dans le monde, c'est des milliards. On est à 60 milliards à peu près d'animaux terrestres abattus chaque Aujourd'hui, année c'est dans donc le le monde. tribunal correctionnel de Pau qui juge Christophe, 3 21 ans, le matériel n'était pas adapté. Alors pourquoi avoir donné un coup de pied à une bête, s'étonne le 195 président. infractions retenues par le procureur de la République. Des images insupportables. Ils n'ont jamais évoqué des rêves ou des problèmes de cet ordre-là. Ce qui est le plus éloquent, c'est leur silence. On voit en réalité dans leur silence combien ce dossier a été pour eux une épreuve. Et combien aussi leurs conditions de travail sont en elles-mêmes des conditions épouvantables. Ils ont été reconnus coupables d'une partie des faits qui leur reprochaient. Mais pour une autre partie, le tribunal a considéré qu'ils devaient être relaxés. Bon, la vérité judiciaire, on va dire que c'est celle-là, désormais. L'abattoir, c'est un monde à part, quoi. On entre carrément dans un autre monde. Il n'y a pas de comparaison avec la vie réelle et la vie à l'intérieur d'un abattoir. C'est un peu l'omerta. Parce qu'on ne veut pas entendre, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans des abattoirs. C'est quand même pas simple d'imaginer cette vie-là. Elle n'est comparable à aucune autre. L'abattoir, t'es dans le truc le plus symbolique, le plus violent de ce qu'est l'agroalimentaire aujourd'hui, et je pense depuis des années, quoi. C'est-à-dire que tu vois la mort et tu sens la mort. Il faut se dire, effectivement, je suis un élément participatif, constitutif de l'industrie de la mort. C'est pas anodin, on fabrique pas des chaises, quoi. On tue des bêtes. Et on tue des bêtes de manière industrielle. L'abattoir où je bossais, c'était 700 vaches et 3500 cochons par jour, quoi. 700 vaches, ça fait un cheptel. Je suis arrivé, c'était le premier jour, c'était lundi, je crois, un lundi. Et il faut savoir que comme le week-end, on ne tue pas, le jour le plus long, c'est le lundi. On arrive à faire des 11 heures ou même 12 d'affilée. J'ai arrivé à l'accueil, je me suis présenté. On m'a dit que, allez, montez le chemin et va jusqu'au bureau, on t'attend là-bas. Quand tu commences à monter le petit chemin, voilà, il y a des camions qui passent autour de toi avec des bêtes vivantes. Et de l'autre côté, les camions frigo qui partent et l'odeur. L'odeur, voilà, à faire à mesure, à chaque pas que tu vas, l'odeur, ça devient de plus en plus fort, quoi.
En plus, ça te pénètre partout, quoi. C'est pas que par la narine. On dirait que là, tu apprends très vite à respirer que par la bouche. Parce que tu sais que si tu respires par le nez, comme je dis, c'est une claque. Alors tu commences à respirer par la bouche, mais quand même, tu n'arrives pas à te défaire de cette odeur-là. Il faut les vivre, et après, il faut vivre avec. Ou tu ne supportes pas. Des 10 qui vont commencer, l'après-midi, 8, ils se sont barrés. Ils ne sont même pas essayés. Ils ont vu déjà, tu passes la porte. Et quand tu vois toutes ces carcasses qui se suivent, les unes après les autres, parce que c'est une chaîne d'abattage, tu vois l'ouvrier qui est devant toi, mais l'ouvrier qui est à 15 mètres, tu ne le vois pas. Tu vois que les carcasses. Et là, voilà, là, les premières images, non, mais là, quand même. Et là, tu restes quoi, bouche bée. Tu restes bouche bée, des fois tu t'arrêtes, les yeux grands ouverts, jusqu'à que quelqu'un, la responsable, il te tape dans l'épaule. Allez, avance, ne reste pas comme ça. À midi, moi j'avais un sandwich, et voilà, je descends à la salle de pause. Et tu vois les gars qui sont en train de manger, mais qu'il y a la merde partout. Mais partout. Il y a certains même qui sont tachés de merde, mais partout. Et toi, tu vois qu'ils sont en train de manger sa gamelle. Mais. Et plus tard, tu as été à leur place? Le lendemain, presque. Le lendemain. Dès le lendemain, tu fais comme eux. J'aime pas ce mot abattoir déjà, je ne l'utilise jamais. Je vais à l'usine, je travaille dans l'agroalimentaire. Je suis agent de production, c'est ce qui a marqué sur mon contrat de travail. Agent de fabrication même, c'est pas de production, c'est de fabrication. Donc voilà, je produis quelque chose, je fabrique quelque chose. C'est l'usine. L'usine. Pour moi, ça n'a pas la même signification du tout. Le même regard. Voilà. On est à 10-12 poulets qu'on emballe à la minute à peu près sur les machines, parce qu'il faut bien se dire qu'on a quand même l'automatisation. Ça peut être du 7000 poulets répartis entre 6 personnes. 7000 en combien? En 1 heure. Moi, on m'aurait dit à 18 ans que j'aurais eu ce parcours, j'aurais dit non. Je m'étais dit que c'était transitoire, que c'était juste un passage. 30 ans. 30 ans. Après 12 ans et demi de galère à dormir dans ma voiture au-dessus des amis, à 40 ans, je ne sortais pas de ma tête les 3 lettres, quoi. C, D, I. Et là, il n'y avait que ça dans ma tête. Alors j'ai dit oui, bien évidemment que j'ai dit oui. Hein? Et les odeurs, tu fais, voilà, tu te mets une carapace, tu te mets... S'il y a 2000 personnes qui travaillent ici, pourquoi je ne peux pas travailler ici, moi? Au début, tu fais complètement abstraction de la difficulté de la tâche. Mais moi, l'abattoir, on me l'a proposé qu'au bout d'un an d'intérim, quand j'avais suffisamment fait mes preuves, c'est-à-dire encaisser et fermer ma gueule, quoi. Chaque jour, c'est presque comme partir en combat. C'est un combat. Si tu veux rester, il faut tenir bon. Il faut faire semblant que tu n'es pas impressionné. C'est comme ça, ok, d'accord. Voilà, oui, mais là, tu te mens à toi-même même. Quand une personne vient travailler à l'abattoir, généralement, c'est qu'elle n'a pas le choix. J'ai connu personne qui est venu travailler sur une chaîne d'abattage parce qu'il avait envie de venir travailler sur une chaîne d'abattage.
Le mot qui définirait bien cet univers de l'abattoir, c'est la folie. C'est que on est habillé tout en blanc, les murs sont blancs, on se croirait presque dans un asile, quoi. On voit pas la lumière extérieure, il y a que des néons. Enfin, c'est les conditions parfaites pour devenir cinglé, quoi, en fait. Ce qui est vraiment frappant, c'est l'odeur. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est sûr que ça, c'est... Après, ce qu'il y a de plus choquant, c'est de voir des têtes suspendues, des langues, voir des animaux se vider de leur sang complètement et se débattre parfois encore par une prise de conscience soudaine. C'est ça qui fait mal. Et puis, les bruits incessants, le matador. Paf, paf, paf. Il manque tellement de personnel que, voilà, ils acceptent tout le monde. Et il n'y a pas vraiment de formation. Tu arrives, on te montre pendant 5-10 minutes et tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Les différents abats arrivent sur une ligne à part et on doit les prendre, les poser sur, on appelle ça des échelles. J'attrape le foie, j'attrape des poumons, je les accroche comme ça, les rognons séparés. Sur la ligne là, il y a un poste où c'est vraiment dédié à ça, quoi. On peut enlever les mamelles, on peut enlever les sexes. Enfin, on fait tout, quoi, à ce poste-là. On va dire, tiens, toi, tu vas au beat aujourd'hui, tu vois. Toi, tu vas faire les beats aujourd'hui. Ou toi, tu vas faire les culs. C'est un film d'horreur en permanence. On voit des choses, on se dit, mais l'humain, il est cinglé. C'est ça, mon quotidien, ouais. Mon quotidien, ouais, c'est d'accrocher des organes, ouais. L'anesthésie des bovins, l'affalage, la saignée, découpage des cornes et des sabots, trancher des museaux, pare-fente arrière, ablation des têtes, ablation de la langue, dépouille des flancs, des globes et de la poitrine, émoussage des avants et des arrières, éviscération abdominale, éviscération thoracique, dégraissage interne, finition du sternum, fente de l'ensemble, parage des saignées, aspiration de la dure mère et de la moelle épinière, finition, peser les carcasses, entrée de frigo. Quand on passe une porte comme ça pour la première fois, c'est quand même assez impressionnant, surtout quand ils sont pendus par les pattes arrière. On sait bien que là, ça a une moyenne, un bovin de 11 litres de sang. Donc là, dans la saignée, évidemment, c'est très impressionnant. Est-ce que tu as peur de me choquer et donc tu te mets à rigoler un petit peu? Non. C'est peut-être pour me rassurer psychologiquement, hein. C'est peut-être pour faire attention à ne pas me morfondre et à devenir noir et à partir dans des conversations assez qui pourraient être... Après, c'est peut-être aussi pour me protéger moi-même, pour ne pas fondre en larmes, si on peut parler comme ça. Il ne faut pas être sensible à tout ce qui peut nous entourer et nous casser le moral, bien sûr, parce que sans le moral, on n'irait pas bien loin. En fait, tout le monde a sa carapace, tout le monde fait style je suis fort, je suis plus fort que toi, je suis plus intelligent que toi. Et en fait, s'ils ne parlent pas de ça, c'est parce qu'ils ont une certaine sensibilité. Plus on vieillit, je m'aperçois que de toute façon, la sensibilité, plus elle augmente. Je trouve. Plus on vieillit, plus la sensibilité... Je
trouve que chez un homme, il est plus facile de pleurer quand on est plus âgé que quand on est jeune. Qui imagine que tuer 6000 cochons par jour, c'est simple, c'est facile, et derrière, on en sort en disant c'est gratifiant, je suis heureux. Qui, dans sa vie, imagine un idéal dans ce genre de travail? Moi, je crois qu'il n'y a personne. Ça doit faire peur. 6 ans après, pourquoi j'ai encore ces cris qui résonnent dans ma tête? C'est étrange. Mais parce que dès le matin, lorsque vous embauchez, alors que vous n'avez même pas mis un premier coup de couteau, vous les entendiez arriver, les cochons. C'est étrange, c'est-à-dire que le flux de cochons se croisait à un moment avec le flux d'ouvriers qui, quelques heures après, allaient les abattre. On était encore en tenue, j'ai envie de dire, civile, et on les voyait et on les entendait. Donc forcément, ça hante un peu quand tous les matins, vous les entendez et qu'au fond de vous, vous avez envie de dire j'ouvrirais bien la porte pour qu'ils s'échappent et qu'on n'ait pas à les tuer, mais que vous êtes payé pour ça, quoi. Donc on ne peut pas dire que vous n'avez pas le choix, mais vous exécutez tout simplement la tâche pour laquelle vous êtes rémunéré. Et vous ne cherchez peut-être pas forcément à aller voir, en tout cas réfléchir plus loin, et vous les entendez, quoi. L'ambiance générale d'un abattoir est tellement viril, tellement masculin, dans le sens, faut être solide, que vous rentrez là-dedans. Même si vous êtes quelqu'un de très sensible, très émotif, plutôt tendre, non, vous rentrez dans le moule. Et dès le premier jour, personne ne reste s'il ne rentre pas dans le moule dès le premier jour. La moindre faiblesse ou pseudo-faiblesse que vous laisseriez apparaître, va vous éjecter. Comme dit le directeur, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Mais réfléchissez à cette phrase, tout court, elle est tout courte, hein? Elle est très courte. Hein? Il faut venir travailler sans état d'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mettre à mort un animal n'est pas anodin et surtout à la chaîne. C'est surtout à la chaîne. Voilà. Si là, c'est pour tuer un lapin ou un cochon, pour mettre de la viande dans son frigo ou pour nourrir sa famille, il n'y a aucun souci. Mais de le faire à répétition, c'est ce travail qui est fait à cadencer ou continu qui, je pense, là, n'est pas anodin. Et c'est pour ça qu'on se met des barrières et qu'on ferme certaines portes. Là, tu deviens une machine, tu deviens un outil. Là, tu es là pour que la productivité, que la cadence ne baisse pas. Mais si le grossiste il dit accélérer, accélérer, là, il n'y a pas de réglementation qui compte. Allez, un bois. Non, mais attends, il y a un peu de merde, on s'en fout, un bois. On est à la chaîne. Il faut faire le même mouvement pendant 1200 fois ou 250 fois par jour. En moins d'1 minute 30, il faut que tu fasses ton boulot. Tac, 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 tac. Bon, suivant. Tu as foutu ton couteau, tu te laves un petit peu, suivant. 20, tout 1 minute 30. Bon, une bâche. 2, 10, 20, 40, 50, 100, 150. Oh, c'est quand que c'est fini là? Attends, il reste encore l'autre moitié. Comment que l'autre moitié? Et si tu ne tiens pas le rythme, si tu ne tiens pas la cadence, dehors, on va trouver quelqu'un d'autre. À l'abattoir, tu vas chaque jour pour combattre, et chaque jour, c'est une épreuve qu'on te met dedans, que toi, tu ne l'attends pas, et toi, tu n'es pas prêt. Surtout la pression que te met le chef. Surtout la pression que te met le chef, ça, c'est, d'accord, de 5 heures du matin, d'accord. La pression humaine, tous les 5 minutes, il est là.
Là, l'animal, tu es capable de le gorger toi-même, pour qu'on ne te gueule pas derrière. Déjà, si tu arrives 5 minutes en retard, à la place de te demander gentiment pourquoi tu es en retard, ça, ils vont te le demander le premier jour. Mais s'ils étaient gentils, il n'y aurait pas de problème. Mais gentil, comment on va être gentil pour suivre cette cadence? Comment on va être gentil pour tu es... Non, mais il faut... Je rigole, mais ma parole, c'est déprimant. Mais il faut voir la violence qu'il y en a à l'intérieur de l'abattoir. Moi-même, en quelques mois, j'ai vu qu'ils devenaient de plus en plus violents, de plus en plus... fais gaffe, dehors de l'abattoir, fais gaffe comme tu me parles. Quand on se retrouve sur une petite plateforme de 1 mètre carré, 10 heures par jour, à répéter les mêmes gestes, en ayant une pause de 20 minutes pour manger, la question, elle vient très vite. Même en dehors des douleurs physiques, c'est le mental. C'est le mental. L'expression « déconnecter son cerveau », c'est cet effet-là que ça fait. Des fois, ça va tellement vite, on ne pense pas. Non, on pense pas, on est là et ça passe, voilà. En gros, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre issue. On n'a pas le choix, c'est comme ça. On est des damnés, ouais, je pense, ouais. Ouais, moi je tue tous les animaux. Je suis tueur, ça fait 10 ans. Que ça. On n'est pas sur un gros abattoir, mais par jour, bon, c'est quand même 250 cochons, 70 vaches, sans compter les veaux. C'est moi qui les assomme et qui les saigne. Pour les cochons, c'est piège électrique. Pour les bovins, matador, balle noire pour les taureaux, balle rouge pour les vaches et balle bleue pour les veaux. Je pose le matador sur le front, en regardant l'animal dans les yeux. Et je tire. La tige entre dans son crâne. L'animal s'effondre dans la berce. Enfin, ça, c'est la théorie. Après, on attache une chaîne à sa patte arrière. Et comme elle n'est pas morte, il faut faire gaffe au cou. Et puis, elle est pendue. Et je la saigne. Alors, c'est là que tu t'aperçois qu'il y a des vaches qui portent un veau. Et si c'est des laitières, tout lâche d'un coup. T'as tout le lait qui lui sort des mamelles. Et toi, t'es là, t'es couvert de sang, de lait, de merde qui t'est rentré dans le cou, dans la bouche. Et toi, tu cours déjà pour assommer la suivante. Alors c'est sûr, la vitesse, ça aide à pas trop cogiter, mais à force. Depuis 10 ans que j'y suis, moi, quand je vois un animal arriver, ça oui, je sais exactement ce qu'il ressent. Et les vaches, quand je les vois pleurer dans le piège, il y en a qui n'arrêtent pas. Des larmes. C'est comme si nous, on pleurait. Alors ça se voit pas, mais oui, je pleure avec elle. Qu'est-ce qui nous fait tenir à faire ce métier? C'est pas qu'on se voile la face, mais qu'on se dit, de toute façon, ces animaux-là, ils ont été nés et élevés de la main de l'homme. Et que on se dit ça pourquoi? Parce que, justement, dans notre travail, on fait des mises à mort. Et en fait, c'est justement, je pense que c'est, en se disant ça, c'est un peu se voiler et se cacher psychologiquement de la mise à mort que l'on pratique. Vous savez, on ferme le rideau, on montre le minimum, et voilà, on se protège, on a besoin de se protéger comme ça, parce que pour continuer à y retourner, parce qu'il faut y retourner tous les matins, si on ne se crée pas cette protection d'une façon ou d'une autre, peu importe la façon dont on est, on n'y retourne pas. Donc, une façon simple de se protéger, c'est de ne pas en parler. Déjà, quand on arrive, faut se préparer. On se prépare mentalement. On se dit,
boum, on a ça comme travail à faire, il va falloir le faire. Donc automatiquement, on se met et on se blinde, on se protège. On a un gilet pare-balles en fin de compte, parce qu'il faut se protéger, il faut pouvoir tenir. Et c'est là qu'on en arrive au physique, parce que pour moi, c'est physiquement la première difficulté, c'est physiquement. Quand on est sur un banc d'école et qu'on se retrouve à accrocher des volailles, je peux vous dire que les membres souffrent énormément. Voilà, donc c'est des tendinites qui commencent à arriver dès la première semaine. Hein. Votre corps, au départ, il suit. Au bout d'un moment, il ne peut plus suivre votre corps. On se serre les dents et puis on avance. On se dit, il va falloir faire la journée. Voilà. Et puis si on s'arrête, c'est l'arrêt de travail. Et puis si on se dit, si on s'arrête, c'est les 3 jours de carence. Et puis quand vous n'avez qu'un niveau SMIC, vous ne pouvez pas vous arrêter comme ça parce que vous avez les factures qui vont s'empiler le mois d'après. Donc automatiquement, les gens ne s'arrêtent pas. Donc ils préfèrent d'abord prendre des médicaments pour se soigner, pour pouvoir tenir sur la chaîne de production. L'arrêt final ne viendra que comme ultime solution. Mais sinon, il n'y aura pas d'arrêt de travail. Et ça, c'est l'objectif, de tenir. Il faut tenir. Il ne faut pas montrer quoi que ce soit, il ne faut pas montrer un point de faiblesse. C'est le métier qui fait ça. C'est le métier. Les émotions, on n'en parle pas. On est obligé de se protéger. Sinon, on se dévoile. Et quand on se dévoile, c'est très dangereux. Parce que là, on appuie. Quand je dis qu'il faut s'armer, se faire une carapace, il faut vraiment être costaud. Donc à 45 ans, j'ai déjà eu 2 hernies inguinales, opération du canal carpien de la main gauche, opération de l'épaule, multiples lombalgies, varices, arthrose de la main, point de suture à différents endroits, l'avant-bras, la cuisse, les doigts. J'ai eu aussi réparation des tendons de l'épaule gauche. J'ai une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Et bientôt une opération du canal carpien de la main gauche. Et aujourd'hui, je suis travailleur handicapé et je n'ai plus le droit d'aller sur la chaîne d'abattage et maintenant je suis au lavage de la chaîne. On a des moments et des passages dans la vie où on se demande qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre, pourquoi je reste ici. On a des moments de doute. Parce que aussi je me rends compte je pense qu'arriver en retraite, je ne vais pas pouvoir en profiter bien longtemps. Travailler sur une chaîne d'abattage jusqu'à l'âge de 60 ans, c'est extrêmement compliqué. Il faut voir le nombre de personnes qui décèdent dans les 2 ans après leur retraite, c'est affolant. Pour moi, je n'avais tellement pas parlé pendant la semaine que tous les week-ends, je devais réapprendre à parler. Parce qu'à l'usine, tu parles pas. Enfin, le seul truc que tu dis, c'est il y a tellement de bruit, il y a les bouchons d'oreilles, il n'y a tellement pas le temps pour parler avec les collègues que les seuls trucs qu'on se donne, c'est des ordres, des indications, des insultes aussi parfois. Et réapprendre à parler, j'aurais tendance à dire le langage des vivants, c'est très très compliqué. Comme moi, je ne revoyais mon épouse que le vendredi et que j'avais pas cette soupape de décompression tous les soirs de pouvoir la voir, je me mettais inconsciemment la pression en disant je veux que le vendredi ça se passe bien, je veux qu'on se retrouve, je veux qu'on soit amoureux, je veux que
Mais non, c'était pas possible, parce que ça martèle encore dans le crâne, quoi. C'est tellement inimaginable et pas de description possible. Je pense que la différence par rapport à d'autres travails, c'est qu'on doit s'inventer quelque chose pour tenir. Émotionnellement, c'est très dur, très 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 dur, parce que on sent les choses qui remontent. Chaque personne fait comme elle peut. Je pense que quand vous faites tous les jours les mêmes gestes, au bout d'un moment, votre corps, d'instinct, il va faire les gestes. Et moi, je m'évade complètement pendant, oui, facile 2 heures, j'étais complètement parti ailleurs. Je voyageais, je partais en vacances, je partais sur la Lune, je partais sur un film que j'avais vu dans un vaisseau. Je partais complètement dans des choses complètement différentes. Alors que tu étais en train de faire quoi? Eh ben, j'étais en train soit de vider une vache, soit de la dégraisser, soit de la fendre en deux. Hein? Il faut pouvoir s'évader. Faut pas penser, en fin de compte, on est là. Moi, je leur dis, physiquement, vous m'avez. Mentalement, vous ne m'avez pas. Je suis complètement ailleurs. Je voyage. Il y en a qui font des voyages, il y en a qui picolent, il y en a qui fument, il y en a qui prennent du Stinox, il y en a qui ont des passions. Le seul truc qui me tenait, c'est que je pouvais écrire. Si j'avais pas écrit, la machine m'aurait bouffé, quoi. Et le fait de s'imaginer mousquetaire coupant des queues de vache, ça me faisait passer le temps, quoi. C'est juste ça me faisait passer le temps. Je pense que chacun avait son exutoire, son défouloir. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé mon addiction dans le sport, mais je voyais bien quand même certains de mes collègues qui avaient une addiction autre. Si on prend l'exemple de l'alcool, c'était quand même un bel anesthésiant, quoi. C'est-à-dire que ça vous donne du baume au cœur. Hein. Il me semble que 14-18, c'est ce qu'ils faisaient aussi pour les soldats. Ils leur donnaient, c'est triste, mais c'est comme ça, une petite rasade d'alcool pour pouvoir aller affronter le pire, quoi. Ça a permis à beaucoup de gars de tenir et de rester sur poste toutes ces heures, toutes ces semaines, tous ces mois et toutes ces années. J'ai effectivement connu des collègues qui arrivaient fracassés le matin, quoi. Et que ce soit... moi, je vais pas juste parler d'alcool, hein, ça va être plutôt la trilogie alcool, shit, médoc, quoi. Mais ils se détruisent. Des mecs qui boivent leur rhum ou leur whisky... ils se détruisent. Avant d'arriver. Et personne n'a capacité de leur dire arrête de te détruire, parce que s'il perd son boulot, il se détruira aussi. Et chaque matin, quand j'arrive, c'est comme si je me transformais. À tous, ça nous fait ça, c'est fou. Hein. On arrive dans le vestiaire et on devient quelqu'un d'autre. Ça se voit dans les yeux. On met les casques, les coutelières, l'adrénaline monte, on a des frissons. On devient quelqu'un d'autre. On devient des tueurs et puis après... Quand un animal veut pas avancer, on perd du temps, tout le monde s'énerve. On insiste pour le faire avancer, on est obligé d'insister, mais il y en a qui se débattent, qui reculent, qui se coincent en essayant de se retourner dans le couloir. Et là, malgré nous, parce que la chaîne, elle continue à avancer, ben on insiste, le chef tu hurle, vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Et si la bête veut toujours pas avancer, c'est comme si elle devenait notre ennemie. Et c'est sans fin, parce que les autres qui attendent dans la bouverie, ben ils entendent tout. Et quand vient leur tour, ben ils sont en détresse totale. Mais alors totale. Là où je suis, je peux que le voir et l'entendre. C'est moi qui les saigne. Le pire, je dirais, c'est le cri des cochons. Ça vous transperce de la tête aux pieds. Et ce qui est fou, quand j'y pense maintenant, à comment j'étais quand j'ai commencé, je suis fils d'éleveur, je me suis dit ça ira. Mais le premier jour, j'étais traumatisé. Je voulais pas y retourner. Je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible que ça existe. Puis j'ai serré les dents et au bout d'un temps, peut-être un mois, j'étais devenu presque indifférent. C'était à force, l'habitude. Je faisais mon travail, c'est tout ce qui comptait. Juste bien faire mon travail. Je pense que le fait de se blinder,
ça déteint sur ma vie personnelle et me dire c'est plus difficile d'avoir des vraies émotions. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, c'est même pas je pense, c'est sûr même. C'est la force de l'habitude, c'est comme si c'était gelé à l'intérieur. C'est l'humain qui met tout ça en place, qui fait en sorte que ça se passe mieux et on est responsable, hein, donc... On est dans une usine, c'est système usine, mais nous, on ne sert pas de boulons, nous. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec le vivant. Les gens ils t'obligent presque à oublier ça. Mais ils te font perdre ta sensibilité. On nous enlève, d'une certaine manière, notre esprit. On ne nous demande pas de réfléchir, on nous demande de produire. Nous, on n'est pas sur un abattoir de découpe, on est sur un abattoir de poulets entiers. Donc aujourd'hui, pratiquement, vous avez du sang, la vue du sang, que sur une partie. À un moment donné, vous ne l'avez même plus, vous ne vivez même plus ça, vous ne voyez même plus le sang. On n'arrive plus au bout d'un moment à s'imaginer qu'on a des animaux entre nos mains. C'est comme si on me donnerait un ballon de foot, comme on me donnerait autre chose, une paire de chaussures. Voilà. Parce qu'on n'a plus cette émotion qui peut être ressentie par rapport à ça. Tout est tellement fait par la production, par l'usine, je crois, ou par la direction. Je ne sais pas par qui c'est fait, ou par la manière de se représenter dans sa tête. Pour que tu ne te rendes pas compte que c'est une vache en tant que telle. Parce que déjà, elle est morte. C'est une carcasse. On ne dit pas... On dirait presque pas la vache. Déjà, il y a quasiment personne qui les voit vivantes. Moi, j'ai jamais entendu un bruit de vache à l'abattoir. Je crois que c'est du même processus que ce qui a été décrit de manière très juste par Arendt sur la segmentation de la responsabilité dans des processus d'extermination. C'est-à-dire que moi, je dis, je ne suis que le mec qui va, par exemple, couper la queue d'une vache. Je suis pas du tout, je suis pas un tortionnaire. Je ne fais que mon travail qui est de couper la queue d'une vache. Comme le mec qui va dire, moi, je ne fais que mettre une petite case, un petit fonctionnaire, et on peut pas me mettre le génocide sur le dos. Est-ce que ça prend de l'énergie? De mettre ça à distance? Tu le fais de manière inconsciente? Tu t'en rends pas compte? Et toi, tu absorbes sans état d'âme, tu n'as pas d'état d'âme. Mais quand tu sors de travail, que tu rentres chez toi, que ton âme y revient, que ta sensibilité y revient, que tu vois tes enfants, voilà quoi, c'est là qu'il y a beaucoup de fois qu'on s'effondre, mais on s'effondre. D'accord? Moi, j'ai pleuré pendant des heures, tout seul chez moi, pendant des nuits blanches. D'accord? Et c'est pour ça qu'il le dit, des fois c'était la bouteille de whisky, mais comme de l'eau, pour pouvoir dormir sans rêve, sans cauchemar, et pouvoir te lever la tête en badrouille. Mais tu te lèves à 5 heures du matin, et tu vas quand même bosser, voilà, tu deviens un robot. Plus tu veux enfouir quelque chose, plus ça va t'exploser à la gueule. C'est une bombe à retardement. Sauf que moi, ça allait parce que la bombe à retardement, elle revenait tous les soirs. Le pire que j'ai vu qui se rattrachait à l'abattoir, c'est ce que je voyais dans mes cauchemars. C'est-à-dire que, une fois que tu as fermé la porte
tu rentres chez toi, que tu manges, tu prends ta douche, tu fais ce que tu as à faire. Moi, je savais que le repos n'allait même pas être du repos. Ouais, je voyais des vaches à moitié vivantes, à moitié mortes, venir me voir, me tapoter l'épaule. Je me voyais couper des têtes de vache et au final me rendre compte que c'était ma mère, mon chien ou mon épouse, réveillé complètement en sursaut, en sueur, impossible de redormir après, regarder l'heure, 2h du mat, je commence à 4h, je me rendors pas parce que sinon je vais faire un cauchemar, allez je me lève, je vais boire un café puis j'y vais quoi. Oui, il y a beaucoup de collègues qui se rattachent à leur chien, comme moi je me suis rattaché à mon chien, ou qui se rattachent juste aux branches, quoi. Forcément, quand un animal de compagnie, tu lui parles. Et j'ai l'impression qu'avec ces beaux yeux de chien, il y avait son amour inconditionnel. Qu'il n'y avait que lui qui pouvait me comprendre. C'est comme si c'était un peu, tu vois, l'animal totem qui me pardonnait toutes les vaches mortes sur lesquelles je bossais à longueur de journée, quoi. Et je crois que c'est celui qui a le plus partagé mes confidences, ma fatigue et mes douleurs. C'est la vie qui m'a raccroché et rattaché à la vie, quoi. Il a été contre les pulsions de mort. Le travail, c'est pas qu'un process technique. C'est aussi ce que chacun projette, ce que chacun vit, les souvenirs, la manière dont on peut être plus ou moins choqué. On fait comme si, effectivement, on pouvait s'habituer, donc il y a une forme de banalisation. Donc de cette expression, on s'habitue à tout. Bien sûr qu'on s'habitue à tout, mais il ne faut pas croire que c'est juste un truc qu'on fait une fois et puis c'est réglé. Ce qui est très important, c'est d'arriver à entendre comment cette question de l'habitude, c'est un travail en soi, en fait. Et que c'est justement un travail de tous les moments, de construire toutes ces formes de protection qui, parfois, peuvent lâcher. Et comment, dans le travail ordinaire, quand de l'extérieur on ne voit rien, que tout est lisse, qu'il y a juste de la simple exécution de tâches très normées et même très conformes, avec toutes les normes de qualité, d'hygiène, quand tout est lisse, il semble qu'il ne se passe rien. Or, c'est là où il y a le plus de travail pour les personnes dans la construction de cette capacité à tenir, de mettre à distance, de ne pas penser, de ne pas se laisser envahir par les émotions, par les affects. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans les abattoirs simplement en faisant des liens simplistes de cause à effet. C'est parce que la cadence va trop vite que les gens y pètent les plombs. Il faut comprendre en fait comment ces passages à l'acte peuvent être compris comme un moment de lâchage en fait, où tout à coup les protections, les barrages qu'on a mis en place, ça ne tient plus. Qu'on ne veut pas sortir, et bien ils sortent d'une autre façon. Il faut que ça explose. Alors ça peut être une bagarre, ça peut être un pétage de plomb, mais de toutes sortes. Ça peut être des crises de nerfs sur la ligne, à la maison, sur le parking. Enfin, ça s'exprime des différentes façons que l'humain a de faire sauter cette soupape de sécurité, parce qu'il n'en peut plus. Je pense aussi que cette explosion qui est exprimée de différentes façons, c'est peut-être aussi un appel au secours. Pour moi, on ne parle pas assez. Pourquoi on tue tous les jours des vaches qui sont pleines, des vaches qui le veau, il est au point de naître?
La vache, elle est morte. D'accord? On les fracasse le crâne avec le matador, poum, on va la pendre, on va l'arracher. On va l'arracher le sabot, on va l'arracher le cuir, on va l'arracher la tête, et le veau, il est encore vivant. Et d'un seul coup, on voit que le veau, voilà, à la dernière seconde, qu'il n'a plus d'oxygène, parce que comme la maman, il est morte, il n'arrive plus rien, et le veau, il bouge. Hein. C'est un veau de 25 kilos, le veau. 20-25 kilos, un veau limousin. Vous savez qu'est-ce que c'est un veau limousin? Mais c'est J'ai encore les images. Ça fait 3 ans qu'il a arrêté. Et ça fait 3 ans qu'ils ne s'arrêtent pas de le faire. Ils continuent à le faire, ces gens-là. Et la société, elle ne dit rien, la société. Ça fait 3 ans que ces images, il me poursuit. Et je ne suis pas capable. J'essaie de les effacer. Et je ne peux pas. Je ne peux pas les effacer. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas de le faire. Ils continuent à le faire. Ils ne sont rien à cirer. Ni des ouvriers, ni des veaux, ni de rien du tout. C'est ça qui compte, l'argent. Et le service vétérinaire, c'est le premier. Et après, on m'appelle lâche. Je suis un lâche, moi. Je ne suis pas un homme. Parce qu'ils ne tiennent pas, moi. Mais comment j'explique ça à mes enfants, moi? Papa, qu'est-ce que tu fais, papa? Moi, j'ai tué des vaches avec un veau à l'intérieur. Et le veau, je le jette à la poubelle. Ça te va, mon petit? On leur demande de faire de l'horreur, quoi. On leur demande ce qu'on demanderait à personne d'autre, quoi. Et puis, c'est plus facile psychologiquement de se dire que ceux qui font ce boulot-là sont des sans-cerveau, ou des brutes épaisses, ou des tortionnaires, ou des monstres. Avec les études, avec le lycée, il a fallu quand même que je trouve la voie qu'il était possible de prendre. Et donc, je me suis dirigé vers les études qu'il fallait faire pour entrer au service vétérinaire. L'école était localisée juste à côté d'un abattoir qui servait de support pédagogique, quoi. Et là, j'ai pris la mesure de l'enfer, ne serait-ce qu'au niveau des bouveries, des écuries où les animaux étaient stockés, parce que là, c'était quand même un très gros abattoir, avec des animaux qui arrivaient dans des états, des animaux blessés, avec des fractures, avec des éventrations, avec des yeux crevés. J'ai des images qui me hantent encore, et aussi parce que j'ai vu des conditions de mise à mort qui étaient complètement ignobles, quoi. Notamment l'abattage rituel, où j'aimerais quand même que la société française se réveille, quoi. L'animal est piégé dans un piège, on la retourne, il y a souvent un collier mécanique pour les abattoirs les mieux équipés qui vient tendre la gorge de l'animal, et là on vient tailler la gorge. Alors soit je suis sensible, soit mais le sang gicle à 3, 4 mètres, 5 mètres de hauteur à ce poste-là. C'est tout simplement... en 2019, c'est pas pensable, quoi. Très naïvement, je suis rentré dans ce métier-là en pensant que j'allais pouvoir, au stade où j'intervenais, pouvoir un peu améliorer la condition animale, quoi. Il y a un service dit de protection animale, santé animale et protection animale, où là, je m'étais dit qu'en faisant des contrôles sur les conditions d'élevage ou de détention des animaux, il y avait moyen, en faisant respecter la réglementation, d'améliorer le sort des animaux. En abattoir, il y a 2 missions, donc l'hygiène alimentaire, s'assurer que la carcasse et les abats sont donc propres à la consommation humaine, pour reprendre les termes, et aussi le volet de la protection animale, c'est-à-dire de s'assurer que les animaux ne sont pas maltraités inutilement et sont conduits à la mort sans souffrance inutile. Voilà, mais ça reste très vague sur qu'est-ce que la souffrance inutile. Les agents sont censés contrôler les méthodes de protection animale, sauf que concrètement, en termes d'effectifs, on concentre quand même les agents sur le poste carcasse et le poste abat. Enfin, c'est-à-dire le fait que est-ce qu'on peut consommer un animal, quoi. Donc on n'est pas là pour le soigner. Et puis lorsqu'ils sont étourdis par la seule méthode qui n'a pas évolué depuis des dizaines d'années, toujours donc le pistolet Matador est une marque, donc un pistolet perforant. Donc c'est ni plus ni moins qu'une tige captive qui perfore la boîte crânienne de l'animal. Donc sans être ni médecin, ni vétérinaire, ni quoi que ce soit, on peut largement se douter qu'effectivement la blessure est tellement grave
que l'animal s'effondre. Alors pour autant, on n'a jamais apporté, il n'y a jamais eu d'étude, on n'a jamais apporté la preuve que l'animal ne sent rien sur les étapes qui vont suivre. Il y a des abattoirs qui travaillent conformément à la réglementation. Et c'est pas pour ça que c'est bien, c'est que la réglementation est très mal faite. C'est qu'elle ne fait rien ni pour les animaux, ni pour les personnels. L'abattoir peut fonctionner sans infraction au texte réglementaire, mais pour autant, les animaux seront toujours traités comme on le voit, et les personnels d'abattoir aussi. Ce qu'il faut faire évoluer, et alors là, il y a un travail qui est colossal, c'est les textes. J'ai voulu à certains moments donnés organiser quelques petites opérations, notamment sur le transport des animaux, et je me suis fait briser par la hiérarchie, quoi. C'est là aussi que j'ai pris la mesure de finalement de l'inefficacité de nos services dans ce domaine-là, quoi. J'ai assez rapidement compris avec les années qui ont passé que je ne ferais rien, quoi. Donc il ne se passait rien. J'y suis rentré à 20 ans, à la sortie du service militaire, pour 2 jours d'intérim, parce que ça commence comme ça, où je m'étais dit jamais je resterai là. Et la vie fait que vous avez un salaire, vous savez que à l'époque en tout cas c'était des métiers sûrs, et donc vous prenez sur vous et vous dites bon, je vais faire un mois de plus parce que bon après tout je vais commencer à avancer dans ma vie, puis un autre mois, puis 6 mois, puis 1 an, puis 2 ans, puis 19 ans. C'est un piège, c'est une prison parce que vous vivez de votre salaire, mais vous subissez toute votre vie. C'est l'image qu'on a, mais pourquoi ils restent faire ça? Pourquoi ces gens-là restent faire ça? Mais ouais, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de partir. De toute façon, le truc est très simple, c'est que tu sors de ta journée, tu es tellement KO que tu peux rien faire d'autre. T'as même pas le temps de chercher du boulot, t'as même pas le temps, la force d'envoyer un CV. Enfin moi, j'avais même pas la force d'envoyer un CV, une lettre de motif, quoi. Je me suis vu réellement finir ma vie là-dedans, quoi. Je voyais pas d'autre possibilité. Avec 30 ans de boîte, mon taux horaire est à 10,12. Le SMIC est à 10,03. C'est pas rémunéré décemment comme on devrait. Ce qui fait la rémunération, c'est la prime d'ancienneté, c'est le fait d'avoir des heures de nuit. Tout ça, ça remet en fin de compte du beurre dans les épinards, comme on dit. Voilà. Et au bout d'un moment, quand vous vous dites vous voulez voir ailleurs, vous dites non parce que je veux retomber au niveau du SMIC. Donc voilà. Pourquoi on fait ça? Pour l'argent, oui, l'argent est moteur de tout, quoi. Pour l'argent, oui, on est prêt à faire des choses qu'on n'imaginerait pas faire quelques années auparavant. Toute votre vie, vous vous levez le matin en vous disant vivement que je trouve autre chose. Alors encore une semaine et je vais trouver autre chose. Encore un mois et je vais trouver autre chose. C'est la seule chose qui vous raccroche à ce métier, tellement la souffrance psychologique vous ronge de l'intérieur. On vous fait comprendre que t'es pas forcément indispensable, mais que de toute manière, vu que tu fais ça maintenant, quelle ambition personnelle, professionnelle tu pourrais avoir. Donc ça, on te le distille tranquillement. Je m'étais mis dans la tête que je ne pourrais plus jamais travailler. Parce que j'étais fait pour être ouvrier d'abattoir. Et qu'ailleurs, c'était pas fait pour moi. On les fait rentrer en leur disant que c'est des idiots ou des incapables de trouver un métier, et que finalement, c'est l'abattoir qui leur offre la possibilité de travailler. L'abattoir les sauve de leur chômage ou de leur précarité. On leur offre un travail, mais on voit bien que dedans, ce qui s'y passe, il ne se passe rien. Un employé d'abattoir qui sort au bout de 10 ans, il n'a strictement rien.
Il n'y a aucune attestation, aucune formation diplômante. Vous pouvez avoir travaillé 10 ans en abattoir, en ressortir. Vous n'avez aucune qualification. C'est bien la preuve que c'est bien un milieu dans lequel on écrase les gens, aussi bien que les animaux, mais on écrase les gens. C'est-à-dire qu'on les tient par l'humiliation, finalement, quoi. Ce grand monde industriel a besoin de personnes comme ça, qui en fin de compte, vont courber les chines, baisser la tête et se dire, bon... Un ouvrier d'abattoir, c'est un soldat d'usine, quoi. Enfin, qui imagine partir en plein milieu du front, quoi. Et nous, c'est ça, on est sur le front tous les jours. Et ce qui est paradoxal, c'est de se dire, j'ai subi 19 ans, je regrette de ne pas être parti avant, mais je regrette toujours cette partie-là. Comment expliquer ça? Je peux pas. Même si je ne veux plus, plus jamais. Mais j'ai dans ce coin de ma tête, et pour en avoir échangé avec beaucoup de mes anciens collègues qui, eux aussi, ne sont plus dans cet abattoir qui a fermé, tous dans notre tête, un jour ou l'autre, on s'imagine y retourner. Pourquoi? Donc je me dis que notre mécanisme de protection est à un tel point, c'est comme un antivirus, un code qu'on met et qu'on ne peut plus déverrouiller, quoi. Peut-être au bout d'un certain temps passé dans ce milieu, peut-être que une certaine confiance en soi-même est partie. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un effet psychologique aussi? Possible. Et pourquoi tu n'es pas juste parti? Je ne pouvais pas. Et trahir les veaux. Moi, j'ai balancé des centaines de veaux à la poubelle. C'est pas... Vous avez vu une image, 2-3 vidéos. Vous avez vu 2-3 vidéos. Moi, j'ai des milliers, des millions de vidéos dans ma tête. Des millions. Des milliers de veaux que j'étais à la poubelle. Des milliers de veaux. Une moyenne de 20 par jour. 20 par jour, tous les jours, pendant 7 ans. Et si ce n'est pas moi, c'était mon collègue. Un jour, j'ai parlé de veaux que j'étais à la poubelle, en essayant de rigoler. Et là, j'ai cru qu'il devenait fou pour de bon, quoi. J'étais déclaré un stress post-traumatique par une psychologue. Et ce que m'a dit la psychologue, c'est que toi, ce n'est pas une scène, Mauricio, ce n'est pas une image, ce n'est pas une action. C'est la même action, le même truc que tu as vu pendant des années. Et ça, cette image-là, que jour après jour, il t'a gratté dans le cerveau, il t'a entré dans le cerveau, tu es entré dans le cerveau de plus en plus. Jamais tu vas pouvoir te débarrasser, Mauricio. Jamais. Tu vas être obligé de vivre avec ça toute ta vie. Aujourd'hui, c'est tuer. Je supporte plus. Voir leurs yeux, écrire et entendre la détresse, tout. Mais là, c'est... Je suis à bout. Ça fait 5 ans que ça me travaille. Je pense que c'est depuis la naissance de ma fille. D'abord, ça a été rapport aux veaux. Combien de fois, pour les tuer, j'en ai amené jusqu'au piège en leur tendant les doigts pour qu'ils les têtent. Et moi, juste après, j'en suis à un stade où je me lève le matin en pensant au nombre de victimes que je vais faire. Puis ça m'arrive, je vois des vaches dans un pré, j'ai des flashs. Je les vois pendus, la gorge ouverte. Et si le médecin m'arrête quelques jours, c'est là que ça vous démonte le plus. Ça vous hante, jour et nuit. Il y en a qui disent que ça vous poursuit jusqu'à la tombe. Je voudrais partir, arrêter. Mais après, sans boulot, finir à la rue, avec ma femme, ma fille, c'est pas possible. C'est un piège, il y en a qui... Il me l'avait dit, hein. J'ai pas voulu y croire, mais... Cette CDI, c'est rien qu'un piège empoisonné. Des jours, alors je me dis... le seul moyen, c'est le suicide. J'y pense, ouais, depuis un moment. L'idée d'en finir un matin à mon poste. Tant que je l'ai pas fait, c'est comme inachevé. Ça reste là, dans un coin de ma tête. Ce sont des situations où le travail est confronté à des questions avec lesquelles on ne triche pas.
Je pense qu'il y a quelque chose dans l'abattoir qui nous ramène à des dimensions très profondes de la vie. Et là, tout à coup, on est confronté à ça et il n'y a pas le temps. Il n'y a pas la possibilité de penser, de dialogue, de réflexion, pour dire qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi ce truc? Je me dis que c'est peut-être ce qu'il y a de pire. De se dire, bah voilà, les gens préfèrent fermer les yeux. Bah, c'est comme la guerre, hein. On sait que ça existe dans d'autres pays, mais tant que c'est loin de chez nous, on ferme les yeux. Et je pense que pour les abattoirs, on sait que ça existe, on sait que c'est des lieux de mort, mais bon, on ferme les yeux aussi. Ce qu'on a vécu, on l'aura toujours en nous. Personne ne peut oublier ce moment de vie qu'il a eu. Personne. Faut pas oublier, un ouvrier d'abattoir, il n'a pas besoin d'un abattoir. Il a juste besoin d'un salaire et d'un travail. Vu comment on a été abîmé par ce travail, soit psychologiquement ou soit physiquement, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on aime ce travail? Mais moi, j'ai toujours aimé bien faire les choses, donc je fais bien mon travail. J'essaye de bien faire mon travail, donc... Même moi, je me demande comment j'ai fait pour tenir, quoi. Putain, il y a 6 mois, j'y étais, quoi. Et j'avais l'impression que j'allais croupir là-bas jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Tu le vois tout de suite à regard d'ouvrier d'abattoir. Même plus que ses mains, c'est le regard que tu vois. C'est les yeux qui vont, comme ça, plisser. Je fais la route en Bretagne ou ailleurs, je vois des immenses cubes en tôle blanche. Le premier truc, c'est que je pense aux gens qui sont dedans. Il y a des heures, 9h, je pense toujours aux collègues qui sont en train de boire le café à la pause. Là, je sais pas à quelle heure il est, mais ils vont bientôt sortir, je pense. Faut pas se taire. Il faut parler. Surtout au niveau émotionnel. J'ai 29 ans, je suis rentré à l'abattoir il y a 10 ans. Et même si je laisse rien transparaître, je pense qu'il faut lâcher parfois. Et pas être comme un robot avec son blindage et donner la mort, participer à donner la mort sans émotion. La question fondamentale, finalement, qu'on rencontre, est-ce que ça vaut la peine? Et on ne peut pas être tout seul à se poser cette question. On peut être tout seul à subir, à vivre la peine que ça demande, mais savoir si ça vaut la peine, si ça vaut quelque chose, on ne peut pas être seul.